Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les membres du gouvernement du Bénin et la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient en conclave à Cotonou ce mardi 21 mai 2024. Il s'agit de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation, la commission de l'UEMOA décerne satisfecit au Bénin pour la pertinence de ses actions en faveur du renforcement de l'intégration économique dans l'espace communautaire. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, des acteurs du monde scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants et têtes couronnées, se donnent rendez-vous ce mercredi pour échanger autour de l'histoire d'Alada, les origines, les potentialités, mais aussi le rôle joué par le royaume d'Alada dans le Bénin précolonial sont entre autres les sujets préexplorés à cette rencontre. Les détails dans un instant. En sport, le tournoi de lutte traditionnelle initié par Dynamique Lutte Club de Nagaïlé a connu son épilogue. Pendant 48 heures, les athlètes lutteurs engagés dans cette compétition se sont affrontés devant la population et les autorités locales. Une initiative de Seydou Ayamoudou et Mamouda Ayamoudou, deux gloires de la lutte traditionnelle à Bassila, qui ont décidé d'organiser cette compétition pour stimuler la jeunesse. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les membres du gouvernement du Bénin et la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient en conclave à Cotonou ce mardi 21 mai 2024. Il s'agit de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation, la commission de l'UEMOA décerne satisfecit au Bénin sur la pertinence de ses actions en faveur du renforcement de l'intégration économique dans l'espace communautaire. Nous allons suivre. La commission de l'UEMOA passe en revue avec les représentants du gouvernement du Bénin l'état de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Un rendez-vous de partage des conclusions de cette revue au titre de l'édition 2023. L'exercice de bilan de la mise en œuvre des réformes communautaires par le Bénin est un important outil d'évaluation de la commission de l'UEMOA. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, le Bénin a progressé de 3 points de pourcentage avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8%. Cette évaluation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. Au terme de l'exercice, des recommandations ont été formulées pour l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la mise en œuvre efficace des réformes, programmes et projets communautaires. Cette revue, qui en est à sa 9e édition, était précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2023. L'évaluation est concluante pour le Bénin puisque des progrès très importants ont été enregistrés dans tous les secteurs définis dans le cadre de cette revue. Je tiens pour finir à vous rassurer de ce que le Bénin se veut être un champion de l'intégration régionale. Nous jouerons de manière continue et responsable notre partition pour que l'Union continue d'être un espace d'intégration exemplaire, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de façon générale. C'est ce pari qui a été pris par les pères fondateurs déjà depuis les années 70. C'est ce pari qui a été continué dans les années 90 avec la création de l'UEMOA, et nous continuerons à l'occasion de ces 30 années d'anniversaire à jouer notre partition pour que, effectivement, et la Commission et l'Union continuent d'être donc exemplaires. La commission de l'UEMOA note avec satisfaction l'engagement des autorités béninoises à avancer dans le processus d'intégration. Les performances macroéconomiques du Bénin, avec un taux d'inflation maîtrisé, un taux d'endettement sous contrôle, un déficit budgétaire en baisse, ont été également reconnus et salués par la commission de l'UEMOA. Des indicateurs qui augurent de meilleures perspectives économiques pour le Bénin.
Cotonou abrite également une formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays d'Afrique de l'Ouest sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes. Les participants qui proviennent du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal sont appelés à mener des réflexions sur différentes thématiques. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Ces hommes et femmes sont des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils prennent part à cette formation régionale qui porte sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques et techniques agricoles. Mesdames et messieurs, l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat de l'Afrique de l'Ouest pour une meilleure fonctionnalité et une plus grande efficacité a besoin de s'appuyer sur des plateformes nationales sur l'agriculture intelligente face au climat forte et dynamique. Ainsi, le CORAF, à travers son projet CADEP XP4, a entamé une série de renforcements des capacités des plateformes nationales sur l'AIC et l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Il me plaît d'adresser mes vives félicitations au CORAF, qui a reçu un financement pour stimuler la transformation de l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, afin d'être plus résilient au changement climatique et de mieux répondre aux demandes de développement à travers le programme KDP XP4. 3 jours durant, ces participants sont appelés à échanger autour de plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des notions de base sur les changements climatiques, l'agriculture intelligente face au climat pour les systèmes agricoles plus résilients. Les techniques de conception et de rédaction des projets pro-AIC seront également inculquées à ces professionnels du secteur agricole d'Afrique de l'Ouest. C'est bien et c'est évident de contribuer à améliorer la compétitivité, la productivité et l'accès au marché des spéculations agricoles. Mais c'est aussi nécessaire d'évaluer et surtout de rendre compte de toutes ces innovations qui sont apportées à nos braves populations. Qui, au-delà de ce défi que nous pose aujourd'hui la question du changement climatique, mais également nos braves populations font face également à des défis nouveaux. Les bénéficiaires de cette formation vont ressortir d'ici bien aguerris afin de faire face aux nouvelles réalités des changements climatiques dans leurs pays respectifs. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Dans le cadre de l'édition 2024 de cette journée, l'Agence nationale de normalisation, métrologie et de contrôle qualité ANM a initié un café-débat à l'intention de tous les acteurs impliqués. C'était ce mardi 21 mai à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous allons suivre. C'est un café-débat organisé au profit des industriels, commerçants, professionnels de la santé et des acteurs du monde agroalimentaire. Cette rencontre s'est tenue autour du rôle de la métrologie dans l'atteinte des objectifs de développement durable et de la gestion de parcs d'instruments de mesure à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Le commerce équitable et transparent dont je viens de parler, fondé sur la métrologie légale, contribue à améliorer les conditions économiques de tous et à réduire la pauvreté. Les résultats des tests fiables et comparables sont importants pour améliorer la santé et le bien-être. Les mesures efficaces de lutte contre le changement climatique sont indissociables des technologies de mesure permettant de quantifier les émissions de gaz ainsi que d'autres variables climatiques essentielles et de surveiller l'efficacité des stratégies d'atténuation. Les institutions de l'infrastructure qualité, comme l'ANM, sont indispensables pour soutenir la transition vers les modes de consommation et de production durable. À travers la métrologie,
elles peuvent fournir des informations précises et les matériaux, l'énergie, l'eau et le sol utilisés, ainsi que les émissions et les déchets. De communication, en présentiel et en ligne sur les diverses thématiques ont meublé ce café-débat. Les participants sont sortis satisfaits de ces quelques heures d'échange. Pas mal de choses que un participant comme moi ne savait pas, surtout lors de l'intervention du deuxième communicateur qui a mis un accent sur le processus à suivre lors de l'acquisition de tout ce qui est équipement de métrologie, les dispositions à prendre en amont et puis en aval pour avoir un meilleur résultat et par ricochet avoir un avantage au plan commercial. Nous souhaitons que l'État puisse vraiment soutenir cet organisme-là afin que ce dont ils ont besoin pour faire la surveillance du marché, afin que nous puissions avoir des produits conformes et que le commerce soit équitable sur le marché, rentre dans l'effectivité. Alors cela est du rôle de l'État. Nous espérons que les moyens seront évidemment mis à la disposition de l'organisme pour qu'il joue son rôle efficacement. Cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie, célébrée chaque 20 mai. Il est organisé par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM avec la collaboration de l'École supérieure des techniques industrielles et de management ESTIM. Je l'ai annoncé en début d'édition, des acteurs du monde scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi, étudiants des têtes couronnées, se sont donné rendez-vous ce mercredi 22 mai 2024 sur le campus. Il s'agit pour eux d'échanger autour de l'histoire d'Alada, les origines, les potentialités, mais aussi le rôle joué par le royaume d'Alada dans le Bénin précolonial sont entre autres les sujets explorés à cette rencontre. Nous allons suivre. L'Association de développement de la commune d'Alada et l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi disent non aux confusions autour des questions de royauté d'Alada. Initié dans le cadre des mercredis scientifiques, ce colloque vient éclairer la lanterne des uns et des autres sur les origines, les potentialités et le rôle joué par Alada dans le Bénin précolonial. Il y a beaucoup de rois maintenant sur le terrain, mais ne sont pas des rois en fait. Donc, il y a une différence entre le Dada et le roi, entre le Ahosu et le Dada même. Donc, c'est cette notion que nous allons développer au cours de ce colloque-là. Maintenant, nous allons mettre en exergue les potentialités de ce royaume-là pour montrer comment est-ce que la royauté et le système de royaume et le système républicain, comment c'est complémentaire. Grand carrefour d'échanges et de réflexion, le colloque a réuni des acteurs du monde scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi, étudiants et les têtes couronnées, autour du thème « Alada, un État dans la constellation des anciens royaumes du Bénin précolonial, problématique d'un rôle séminal ». Ce colloque scientifique, qui a pour objectif de restaurer l'image de la royauté d'Alada à travers son hégémonie culturelle pour sa prise en compte dans le circuit touristique du Bénin, s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État. La question qui nous réunit est d'une grande importance, car comprendre le rôle des entités politiques précoloniales et la lecture contemporaine que nous en faisons a une portée socio-politique inestimable dans notre pays. Outre le thème principal de la rencontre, deux panels alimentent les réflexions autour du rôle joué par Alada dans le Bénin précolonial. Le premier est intitulé « Influence politique d'Alada et son impact historique ». Le second, quant à lui, se penche sur l'histoire des arts, archéologie et la compréhension de la diffusion des arts à partir d'Alada. La visite des producteurs du Bénin à la GDIZ qu'organise la Chambre nationale d'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin CIPI se poursuit. Ce mardi 21 mai, c'était le tour des producteurs des départements de la Donga et du Koufo. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation qui s'y trouvent. Les détails dans ce reportage. On t'a
Entamée depuis une semaine déjà, la visite de la zone industrielle de Glodjibé par les producteurs agricoles, élus locaux et leaders d'opinion se poursuit. Celle de ce mardi prend en compte 2 vagues. La vague des producteurs de la Donga, notamment des communes de Basila, Waké et Djougou, ainsi que la vague des producteurs du Koufo, notamment des communes de Diakotome, Dogbo, Aplahwe, Komé et Grand Popo. Ces producteurs, grâce à cette visite, ont pu voir le travail qui se fait au niveau des usines de transformation de textiles, de soja et celles de Kajou. Comme vous voyez, l'investissement, c'est à féliciter. Je tiens à féliciter le gouvernement, toutes les autorités et surtout ceux qui gèrent la zone industrielle CIPI. Je remercie très sincèrement du fond de mon cœur le gouvernement qui a eu l'idée de mettre cette zone en valeur. Une zone de près de 1600 hectares avec pour le moment 12 000 employés, hommes comme femmes. C'est à saluer. Donc nous avons l'obligation, nous producteurs, de fournir la matière première pour faire fonctionner l'usine. Organisée conjointement par la GDIZ et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, cette visite vise à obtenir l'engagement des producteurs à mieux produire la matière première qui sera transformée sur le territoire national. La finalité est de promouvoir le Made in Bénin tout en créant des milliers d'emplois. Les jeunes sont rompus à la tâche. Et ce qui m'étonne, on me dit que c'est les gens qui n'avaient pas aucune expérience de la chose. Ils viennent ici, on les forme et puis... J'ai été par exemple là où on fait la finition des habits. On dit qu'ils n'ont pas reçu une formation, on les a formés sur place. Ils sont en train de coudre des chemises, des t-shirts. Aujourd'hui, si tu veux commander des t-shirts, tu viens ici, tu vas négocier et commander les t-shirts de bonne qualité. Il faut que nous tous, on mette la main. Tout le monde doit mettre la main pour que cette zone industrielle vive et grandisse. Parce que quand tu vois le nombre de jeunes qui travaillent dedans, mais comment on aurait pu faire? Où est-ce qu'on aurait pu mettre ces jeunes-là? S'ils ne travaillaient pas, ils seraient dans la rue et avec tous les corollaires qu'on aurait pu constater. Donc je demande aux producteurs de doubler d'ardeur et à nous politiciens d'encourager nos producteurs à vraiment produire davantage. Suite à cette visite guidée, les producteurs des départements de la Donga et du Koufo ont pris l'engagement de redoubler d'ardeur au travail pour approvisionner la zone industrielle de Glodjibé en matières premières et favoriser le développement de l'économie béninoise. Parlons à présent de l'atelier de partage d'expériences sur l'introduction et le déploiement des vaccins antipaludiques en Afrique. Une rencontre initiée par l'Organisation mondiale de la santé et dont les travaux sont lancés ce mardi 21 mai 2024. La rencontre a permis aux délégations des ministères de la Santé de plusieurs pays africains d'échanger sur les stratégies et activités optimales pour une introduction réussie des vaccins antipaludiques en Afrique. Reportage. Le Burundi, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Mozambique et la République démocratique du Congo en conclave en terre béninoise, soucieux de la réussite de l'introduction et du déploiement de vaccins antipaludiques dans leur pays. Ils sont ici pour s'inspirer de l'expérience du Ghana, du Burkina Faso, du Cameroun, du Libéria, de la Sierra Leone et du Bénin. Cette rencontre de Cotonou constitue donc une plateforme et une opportunité pour les 5 pays ayant déjà introduit le vaccin contre le paludisme, ainsi que les pays ayant conduit la phase pilote, de guider les prochains pays dans les différents domaines de préparation de cette importante activité. Les attentes de cette rencontre sont, entre autres, l'identification des lacunes, des éléments clés de l'introduction du vaccin contre le paludisme, l'élaboration d'une feuille de route et un plan de travail mis à jour pour l'introduction du vaccin, y compris les activités clés, les délais et l'identification des rôles et responsabilités des programmes et des partenaires du ministère de la Santé. Et enfin, la définition des critères de l'âge d'éligibilité à la vaccination contre le paludisme. Accélération de l'introduction et du déploiement de vaccins contre le paludisme en Afrique. C'est autour de ce thème que se mènent les échanges voulus par l'Organisation mondiale de la santé.
aux côtés des délégations de ces pays frères et amis pour pousser plus loin les réflexions, plusieurs partenaires techniques et financiers. Cette phase du combat vient renforcer les nombreuses stratégies de lutte contre le paludisme sur le continent. Le Bénin se réjouit d'abriter cet important atelier et exprime ses remerciements à l'OMS pour le choix porté sur lui. J'exhorte toutes les délégations ici présentes à faire preuve d'assiduité et d'échanges ouverts sans retenue aucune afin que les résolutions qui sortiront de cet atelier contribuent effectivement au déploiement rapide de la vaccination antipaludique et à l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme dans la région africaine. C'est le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner ces pays dans la lutte contre le paludisme. Sont concernés par ces vaccins antipaludiques les enfants de moins de 5 ans. La fête identitaire Kondokpo Cotonou Setokhola a connu sa 24e édition ce 21 mai 2024 à Akpakpa. Venus de divers horizons, les fils et filles Setokhola de Cotonou se sont rassemblés autour de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Teunfodé, pour de grands moments de réjouissance. Esther Tofa pour des précisions. C'est sous le signe de la réconciliation que s'est tenue la 24e édition de Kondokpo Setokhola Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation, en commun accord avec l'équipe dirigeante de l'association, a fait le choix du quartier Yenawa dans le 2e arrondissement de Cotonou pour abriter les festivités. Nous avons su surmonter les épreuves et tourner la page des divisions. Ensemble, nous avons jeté les bases d'un avenir harmonieux et prospère. L'objectif fixé pour cette année était ambitieux et nous avons atteint avec brio. Les travaux de construction de notre siège social ont considérablement avancé et les grosses œuvres sont maintenant terminées. Cette réalisation est une preuve concrète de notre détermination et de notre capacité à travailler ensemble pour le bien commun. C'est un symbole fort de notre unité. La ministre en charge des Affaires sociales, marraine de l'événement, a pour la circonstance reçu le soutien de ses collègues de l'agriculture et de l'industrie. Elle a salué l'initiative de ce rassemblement entre fils et filles des ethnies Seto et Hula. Les opportunités économiques soient également soulignées afin d'éveiller le potentiel qui sommeille en certains de nos parents et amis de Cotonou. À vrai dire, l'intérêt de nos retrouvailles réside aussi dans les retombées positives que pourraient tirer les populations de Cotonou d'une fête comme celle-ci, avec des répercussions positives sur les familles, sur les enfants surtout. Vous le savez bien, le chef de l'État, son excellent le président Patrice Talon, met un point d'honneur à la protection de la femme, de l'enfant, des couches vulnérables. Et nous devons tous ensemble trouver les voies et moyens à travers donc cette opportunité de retrouvailles pour resserrer les liens qui vont vraiment impacter en fait ces couches de la population. Les objets traditionnels marquant l'histoire de cette communauté de pêcheurs ont été exposés à l'occasion. La cérémonie de ce lundi 20 mai 2024 a consacré le dévoilement de la maquette du siège social de l'association Kondokpo Cotonou. En sport, le projet championne mis en œuvre par Plan International Bénin dans les départements de l'Atakora, Donga et Alibori prend officiellement fin le 30 juin 2024. Et justement pour témoigner sa reconnaissance au personnel d'encadrement, le projet championne a décerné des attestations de reconnaissance aux formateurs et aux directeurs de collèges bénéficiaires de ce projet. La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée vendredi dernier. Reportage. Autour de cette table rectangulaire, des encadrants, encadrantes et directeurs de collège ayant bénéficié du projet championne. Un projet mis en œuvre par Plan International Bénin grâce au financement de la FIFA et l'AFD pour promouvoir l'émancipation de la jeune fille à travers la pratique du football
dans les départements de l'Atakura, la Donga et la Libori. Après avoir loyalement accompagné le processus de mise en œuvre du dit projet dans son volet sportif 3 ans durant, ils sont ici pour recevoir chacun un certificat en reconnaissance à leur dévouement dans l'encadrement des associations sportives du dit projet. L'objet qui nous réunit ce jour, c'est la certification des encadrants. Un processus qui a commencé depuis le début de la semaine dans les 3 départements d'intervention du projet. Au total, 120 encadrants, 60 femmes, 60 hommes ont été certifiés. Et aujourd'hui, c'est le moment pour nous de leur dire notre remerciement, de célébrer les succès que nous avons rencontrés dans le cadre de ce projet à travers les séances d'entraînement, les compétitions sportives, les 3 éditions que nous avons pu organiser à l'échelle du pays. Et c'est grâce à leur soutien et aussi grâce au soutien des directeurs d'établissement. Alors que le projet Championne prendra officiellement fin le 30 juin 2024, il faut déjà penser à la pérennisation de ces acquis. Au directeur départemental des sports à Takora d'exhorter ses encadrants, chevilles ouvrières du dit projet, à continuer le job après son retrait. Le projet Championne nous a accompagnés. À un certain donné, ça va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Même si on renouvelait un jour, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel parce qu'un accompagnement ne devient pas une récurrence. C'est pourquoi je voudrais compter sur vous. Parce que ce n'est pas le projet Championne qui est venu et les violences ont commencé sur les filles. Ces fléaux existaient. Et on est venu nous accompagner pour que ces fléaux-là cessent. Alors notre partition serait quoi, nous qui avions été au cœur de ce processus? Notre contribution serait, même sans accompagnement, que nous continuions. Très sensibles à l'acte de reconnaissance du projet Championne à leur endroit, les récipiendaires prennent l'engagement solennel de pérenniser les acquis du projet Championne. Je porte garant à soutenir les filles, à continuer dans ce projet. Durant les 3 années de mise en œuvre du projet Championne, 60 associations sportives ont été créées dans 60 établissements scolaires repartis dans les 3 départements d'intervention. 1440 filles et 360 garçons de 12 à 18 ans auront été ainsi impactés. Et pour le bon fonctionnement des associations sportives, plusieurs activités ont été également menées. Il s'agit des formations et recyclages au profit des 120 encadrants. 60 terrains de sport ont été créés. Un important lot d'équipements sportifs ont été également mis à la disposition des bénéficiaires. Le tout couronné par des compétitions sportives dans les 3 départements d'intervention. Sport toujours, le tournoi de lutte traditionnel initié par Dynamique Lutte Club de Nagaïlé a connu son épilogue. Pendant 48 heures, les athlètes lutteurs engagés dans cette compétition se sont affrontés devant la population et les autorités locales. En effet, ayant constaté avec amertume que ce sport favori dans la commune de Basila est en train d'être relégué aux oubliettes, Seydou Ayamoudou et Mamouda Ayamoudou, 2 gloires de la lutte traditionnelle dans cette région, ont décidé d'organiser cette compétition pour stimuler la jeunesse à s'adonner désormais à cette activité sportive. Suivons ensemble les différentes étapes de cette compétition. Une parade des athlètes lutteurs pour annoncer les hostilités de la lutte traditionnelle première édition à Nagaïlé, dans la commune de Basila. C'est le 2e acte qui intervient après la pesée de poids des concurrents des 6 clubs inscrits pour prendre part à cette randonnée sportive. C'est une initiative de Dynamique Lutte Club de Nagaïlé sous l'égide de Seydou Ayamoudou et Mamouda Ayamoudou, 2 anciens lutteurs intrépides qui ont voulu ainsi assurer une relève de qualité au sein de la nouvelle génération. La lutte traditionnelle, c'est notre coutume. C'est notre chose. Nous savons que quand on fait la lutte, c'est un amusement pour nous. C'est notre fête. Et je vous prie de créer la tolérance, le fair play. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant.
devant un public sportif très enthousiaste. Des combats en équipe sont engagés. Pour cette première journée, chaque lutteur développe sa technique et tactique pour l'emporter. Au second jour de ce tournoi, le maire de la commune de Basila, qui a parrainé cet événement, était aux côtés des organisateurs pour vivre ce spectacle sportif inédit, émouvant et captivant. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Un grand jour parce que ce tournoi de lutte vient pour nous lancer le début d'une activité que nous allons rendre pérenne dans Nagaïlé. Cette compétition sportive constitue un facteur de cohésion sociale et un cadre d'expression de la culture Ani. Monsieur le comité d'organisation, vous avez toutes les félicitations, tous les remerciements de beaucoup de personnes qui ne sont pas ici. Et sachez que vous n'êtes pas seul, vous avez derrière vous des gens qui sont prêts à vous accompagner dans cette initiative noble. C'est un combat de gladiateurs qui a été présenté par le club Bazini d'Ataba, sacré champion. Il remporte ainsi des médailles d'or, une enveloppe financière et le trophée. La deuxième place est occupée par Dynamique Lutte Club A de Nagaïlé, qui s'offre des médailles d'argent et une enveloppe financière. La troisième place revient à Dynamique Club B de Nagaïlé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.